Bon, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième séance de cours. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais vous présenter un plan de séance. Vous allez voir, on va avoir quand même pas mal de travail à faire. On en a pour 2 bonnes heures. Alors, tout d'abord, bon, partageons ça. Alors donc, ce qu'on a ici, on a un plan de travail en 3 points. Alors, le premier point, on va commencer par une section théorique. Bon, théorique, là, on va s'entendre, c'est beaucoup moins théorique que la semaine dernière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter des éléments théoriques, mais simultanément, nous allons faire un exemple. Alors, donc, on va essayer d'appliquer directement ce qu'on fait. En fait, je vais mélanger 2 documents qui sont sur le site Moodle, qui sont le document théorique et l'étude de cas. Mais on va voir que je vais faire ça un peu autrement. Après ça, bon, ça va nous occuper un certain temps. J'ai prévu un exercice. Alors là, cette fois-ci, c'est vous qui allez travailler. Donc, on va faire un exercice en plusieurs points et on va le corriger ensemble. Finalement, ben, je vais vous présenter le premier laboratoire et on va voir un peu comment on va le remettre, c'est quoi les modalités, c'est quoi mes attentes également. Bon, ça sera certainement différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. On n'utilise pas nécessairement les mêmes outils. Euh, alors, sans plus tarder, ben, écoutez, je pense que nous devrions commencer. Alors, un instant, s'il vous plaît. Voilà. Ça ne sera guère long. Et voilà. Alors, je vous partage ça immédiatement. Voilà. Alors donc, ici c'est sous la forme un peu, donc, un document PowerPoint que je partage avec vous. Tout le monde le voit bien. Faites-moi un signe s'il y a un problème majeur. Wow, il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, OK. Alors, l'élaboration de la solution, qu'est-ce que c'est? Bon, le, c'est le moment où lorsque un informaticien reçoit une commande finalement pour un nouveau logiciel. C'est-à-dire qu'on a un client quelconque qui nous dit, écoutez, là, j'ai tel problème que j'aimerais régler avec un logiciel. Bon, alors, lorsqu'on prend ça, il faut analyser le problème. Il faut le comprendre tout d'abord, l'analyser correctement et éventuellement arriver à fournir une solution à notre client. Bon, alors, si on regarde ce processus, c'est une série d'étapes, on va appeler ça donc un processus. Il y a 3 étapes principales qu'on va retrouver ici. L'étape d'analyse et modélisation du problème, l'étape de conception et l'étape d'élaboration en tant que telle de l'algorithme. Mais avant ça, il y a toujours une étape préliminaire qui est la compréhension du problème. Parce qu'évidemment, il faut bien comprendre ce qu'on nous demande. Je vous dirais que ça vous semble certainement très évident, mais vous seriez surpris du nombre de logiciels qui étaient en partie ou en totalité mauvais en raison de l'incompréhension entre la personne qui écrivait le logiciel et la personne qui demandait le logiciel. Parce que souvent, on ne va pas nécessairement parler le même langage. Alors, imaginez que vous avez un client, je ne sais pas moi, qui est un apiculteur, donc il élève des abeilles.
vous n'êtes certainement pas des spécialistes en apiculture. Alors, quand cette personne va vous parler, est-ce que vous allez nécessairement comprendre ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle vous demande? Peut-être qu'elle va utiliser une terminologie que vous ne connaissez pas, etc. De la même façon, vous, en tant qu'informaticien, vous possédez votre propre terminologie, vos propres habitudes et le pauvre apiculteur, il y a de fortes chances qu'il ne vous comprenne pas plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que les deux se comprennent mutuellement et que nous, on comprenne correctement le problème de notre client. Donc, on va regarder ces différents points-là et on va aller tout de suite voir un énoncé de problème. Alors ici, bon, j'ai choisi un problème très, très simple, surtout pour de brillants mathématiciens comme vous. Hein. Vous n'oubliez pas que vous êtes les étudiants qui avaient le plus de cours de maths au cégep, bande de masochistes. Alors, ici, on va prendre un petit problème de maths relativement simple. On va travailler sur le volume d'un cylindre. Bon, alors ici, ce qu'on nous dit, un de nos clients désire obtenir un logiciel qui lui permettra de calculer facilement le volume d'un cylindre dont les dimensions sont fournies par l'utilisateur du logiciel. Alors, on se comprend, notre logiciel, il ne va pas toujours donner le même volume parce qu'évidemment, ça ne va pas toujours être le même cylindre, il ne va pas toujours avoir la même hauteur, le rayon de la base ne sera pas toujours la même chose, etc. Bon. Alors, ça, c'est l'énoncé de notre problème. Pour nous, il n'est pas très difficile à comprendre quand même, mais il faut quand même faire l'effort de bien le lire, bien regarder et essayer de comprendre ce qu'on va attendre de nous là-dedans. Bon, évidemment, en bon étudiant, on a été chercher une formule quelconque. On a trouvé, ah, tiens, j'ai retrouvé la formule du cylindre, du volume du cylindre. Alors, donc, on a une formule ici qui est écrite dans un langage mathématique qui, on le verra, est très différent du langage informatique. On verra qu'il y a des subtilités qu'il va falloir connaître. Comme par exemple, l'utilisation du symbole pi, bon, n'est pas quelque chose qu'on peut facilement faire en informatique. En mathématiques, on n'a pas d'opérateur visible pour les multiplications en algèbre. Hein? On dit que, bon, quand c'est écrit pi r, on sait dans notre tête que ça veut dire pi fois r. Bon, en informatique, ben, il va falloir faire autrement. Bon. On remarque que j'ai pris la peine aussi de prendre chacun des symboles de mon langage, de mon écriture mathématique, chacun des symboles que j'appellerais d'information. Alors, et je les ai nommés, je les ai tenté de les expliquer. Alors, souvent, c'est une chose qu'on va devoir faire. Tenter de dire, OK, le V, ça veut dire quoi? Ah, OK, ici, ça veut dire c'est le volume du cylindre. Bon, parce qu'on va voir qu'en informatique, les noms d'information ont rarement une lettre. Très rarement. C'est pas impossible, mais c'est juste pas usuel. Les noms d'information importantes, en tout cas. On voit que le pi, le symbole pi, je me suis donné la peine de l'écrire en français, en anglais, ou qu'importe. Ici, mais c'est l'idée de lui donner une écriture que je vais pouvoir utiliser avec mon clavier. R, évidemment, R, c'est un rayon, on le sait en maths, mais nous, on a besoin de savoir c'est le rayon de quoi. Alors, je le précise, le rayon de la base du cylindre. H, ma hauteur de mon cylindre. Alors, donc, j'ai expliqué chacun des termes. Alors, je vous dirais que ça, c'est vraiment la phase où on va essayer de bien comprendre tout le problème. Une fois que le problème est compris, il sera beaucoup plus simple à résoudre naturellement. Alors, ici, on va tomber dans la phase, donc, après avoir fait la phase initiale de compréhension, on rentre dans le processus d'élaboration de la solution par l'analyse et la modélisation du problème. Alors, ici, quand je vais analyser mon problème, je vais essayer de le décortiquer en plusieurs éléments.
En fait, il va y avoir 4 éléments principaux qui vont résulter de l'analyse, qui vont être les intrants, les traitements et les extrants d'un côté, plus les autres informations pertinentes, qui est une espèce de fourre-tout dans lequel on va glisser toute cette information que justement on trouve intéressante, mais qu'on n'est pas capable de classifier comme un intrant, un traitement ou un extra. Finalement, on va voir également, on va produire ce qu'on va appeler des jeux d'essai. En fait, ici, c'est un jeu d'essai particulier qu'on appelle le jeu d'essai des valeurs prévisibles. Le jeu d'essai des valeurs prévisibles, c'est donc des valeurs de test qui sont communes dans le type de problème qu'on est en train de résoudre. Bon. Alors, je ne sais pas, moi, si j'étais avec mon apiculteur, peut-être qu'il y aurait une donnée qui serait le nombre de ruches ou des choses comme ça. Ça pourrait être un intrant. Bon. Mais les jeux d'essai, c'est justement, il va me dire, OK, ben là, si tu as une ruche, ça produit tant de kilos de miel, etc. Je veux savoir combien je vais en produire à la fin de l'année. Je vais certainement avoir dans mes intrants le nombre de ruches. Et ça, cette valeur-là, je vais la faire varier dans les jeux d'essai. On le verra comment. C'est une valeur, donc les valeurs vont varier. On va pouvoir tester notre solution avec justement ces jeux d'essai. Alors, prenons ici d'abord mes intrants. Qu'est-ce que c'est? Les intrants, on va avoir deux grandes lignes d'informations à retenir. Ce sont des informations dont la valeur peut varier. Ce ne sont donc pas des constantes. Bon, on va voir que nous, on va manipuler dans un problème deux types d'informations. Des variables et des constantes. Les variables, vous connaissez ça, vous avez travaillé avec ça en maths depuis longtemps. Ici, donc, les variables, c'est vraiment, on va le voir comme une espèce de lieu. Une variable, c'est comme un casier à information. À part que l'information, on peut la changer, on peut mettre une nouvelle information. Alors, une variable, ça contient une donnée. Par exemple, ici, l'âge d'une personne. Alors, évidemment, je pourrais mettre plusieurs âges différents dans la personne. Tandis qu'une constante, bien, comme son nom l'indique, c'est une valeur qui ne variera pas pendant toute la durée de l'exécution de notre logiciel. Alors, par exemple, la valeur de pi, on va la décider au départ. On va dire, OK, moi, je vais utiliser la valeur de pi en disant 3,14159. OK. Je vais donc utiliser 5 chiffres après le point. Et ça, je décide que ce sera ma valeur de pi. Elle n'est pas parfaite parce que pi est un nombre qui va toujours pouvoir avoir une décimale supplémentaire. Mais nous, on va la fixer. On va dire, tiens, je vais utiliser 5 chiffres après le point. Bon. Ou encore, on va utiliser, par exemple, on fait un problème de physique, peut-être qu'on va avoir besoin de la constante gravitationnelle. Alors là, ici, autant avec pi qu'avec l'idée de la constante gravitationnelle, je vous ai donné des valeurs de constantes qui ne varieront jamais. Mais on pourra imaginer, on verra qu'il y a aussi des constantes qui sont moins permanentes, mais qui ont une durée plus courte dans le temps. On en verra des exemples. Bon, alors donc je reprends. Un intrant, c'est une variable, ce n'est pas une constante. Et deuxièmement, c'est une variable, une information que l'on doit fournir à notre logiciel pour qu'il soit capable d'effectuer le calcul. Alors ici, on a notre problème donc du calcul du volume du cylindre. Alors là, vous pouvez vous demander, bon, j'ai besoin de combien? Quels sont mes intrants? Alors là, je regarde un peu ici ce que j'ai. Puis, mes intrants, bien, j'ai quelques candidats. On peut le voir. J'ai le candidat, là, je peux me poser la question. Est-ce que pi est un intrant? Bien, la réponse devrait être non, parce que pi est une constante. Donc, ce n'est pas un intrant. C'est inutile que mon utilisateur entre la valeur de pi à chaque fois qu'il va vouloir calculer le volume d'un cylindre, parce que pi ne changera jamais.
Donc, ce n'est pas un intrant. Le rayon de la base du cylindre. Oui, ça, c'est un intrant. C'est un intrant parce qu'il va changer selon le cylindre dont je vais vouloir calculer le volume. La hauteur du cylindre, ben oui, aussi, c'est un intrant. Donc, ici, on a affaire à un problème qui a deux intrants. Il va falloir que je donne deux valeurs à mon calculateur de volume pour qu'il soit capable de calculer le volume de mon cylindre, soit donc un rayon et également la hauteur du cylindre. Alors, on le voit ici, la réponse. J'ai mis en lumière les deux intrants, R et H, donc dans la formule mathématique. Dans ma solution informatique, je ne vais pas utiliser les termes R et H. Je vous le dis tout de suite, parce que R et H, c'est trop vague. Je vais plutôt utiliser des trucs comme rayon ou rayon cylindre. Bon, par exemple, pour représenter cette information-là. Mais si je dois la chercher dans ma formule, c'est évident ici, c'est rayon et hauteur. Deuxième étape. Dans l'analyse, bien souvent, on va aller chercher le traitement. En fait, je dis ça. Je vais vous le dire tout de suite. Intrant, traitement, extrant, ça dépend, l'ordre dans lequel on va les identifier dépend souvent de la nature de notre problème. Des fois, par exemple, la manière que le problème est présenté par notre client, c'est l'extrant qui est naturel. On le voit tout de suite, l'extrant. Donc, on va l'identifier rapidement. Les intrants, ça va être plus de recherche. Alors, ça dépend. Ici, j'y vais par intrant, traitement, extrant, mais j'aurais pu y aller autrement. Donc, maintenant, dans les traitements, qu'est-ce qu'un traitement? Bien, un traitement, on dit que ce sont en fait, on va souvent dire les traitements, parce qu'évidemment, à moins que notre logiciel soit très, très simple, comme dans notre exemple aujourd'hui, on a souvent plus qu'un traitement. Donc, les traitements, on dit que ce sont les opérations ou les regroupements d'opérations qui permettent de produire ou de calculer la valeur des extrants à partir de celle des intrants. Donc, les traitements, initialement, vont utiliser la valeur des intrants et ils vont nous permettre de calculer les extrants, directement ou indirectement, tout dépendant de la complexité de notre problème. Bon. Alors aussi, un traitement, bien évidemment, c'est souvent la tâche qui va être au devant de ce que va devoir faire notre logiciel. Donc, par exemple, ici, j'ai parlé de notre logiciel, c'est un calculateur de cylindre, de volume de cylindre. Bon. Alors, évidemment, la tâche principale que nous allons avoir ici, c'est calculer le volume du cylindre. Bon, vous remarquerez que je l'ai écrit en français. Bon, si j'avais été un anglophone, j'aurais écrit en anglais. Bon, c'est pas important, la langue. Ici, ce qui est important, c'est que je ne l'ai pas écrit en mathématiques. Pourquoi? Parce que ça pourrait être tentant d'écrire volume est égal à pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Mais il faut apprendre à écrire nos traitements en langue naturelle, donc en français pour nous, parce que nos traitements vont devenir rapidement beaucoup plus complexes. Alors, par exemple, peut-être qu'à un moment donné, mon traitement va être trouver le meilleur résultat dans la liste des notes. Je ne peux pas faire une formule mathématique avec ça, là. Il faut donc apprendre à écrire nos traitements en langue naturelle et on va éviter de les écrire en format mathématique. En fait, ce qui est important ici, il y a derrière cette demande-là que je vous fais, c'est qu'il y a l'idée que si on est capable d'exprimer clairement en français ce que l'on veut faire, bien, ça montrera qu'on comprend bien ce que l'on doit faire. Alors, donc, c'est plus facile pour nous de montrer qu'on comprend bien la chose.
Le troisième élément de l'analyse qu'on va aller chercher, ce sont les extrants. Attendez, on a des gens en retard. Voilà, je les admets. Bon, alors, le dernier élément, le troisième élément que nous allons chercher ici, ce sont les extrants. Les extrants, donc, c'est le résultat que le logiciel veut faire connaître à son utilisateur. Le résultat ou les résultats. Hein? Bon, alors, ici, lorsqu'on va parler de ces résultats-là, on va donc dire que ce sont des informations qui sont généralement produites par le logiciel à partir de la valeur des intrants. J'utilise le mot généralement parce qu'on va voir qu'il y a des fois des exceptions, mais qui ne sont pas bien graves. C'est surtout la définition du point 1 est pas mal la meilleure là-dessus. Également, on dit que les extrants sont des informations destinées à être diffusées par le logiciel. Bon. Alors, je vais vous donner un exemple. Avant de retourner à notre exemple du calcul du volume du cylindre, on va essayer d'imaginer un logiciel que vous utilisez sans doute, peut-être pas ces temps-ci, vous l'avez peut-être moins souvent, mais vous avez tous utilisé un guichet bancaire à un moment donné. Bon, un guichet bancaire, aller à la banque, mettre sa carte, tapoter son NIP, dire qu'on veut, par exemple, retirer de l'argent, un montant d'argent, etc. Bon, ici, c'est un logiciel qui fait ça. Alors, regardons un petit peu comment fonctionne ce logiciel-là. Alors, le premier intrant qu'il va nous demander, c'est notre NIP. On a inséré notre carte, on a déclenché le processus. Maintenant, il nous demande notre NIP. Une fois que c'est fait, il va passer à une deuxième étape. Il va nous demander quelle opération on veut faire. Alors, mettons que c'est un retrait. Il va nous demander le montant du retrait. Il va nous demander le compte. Et là, il travaille. Alors, à ce moment-là, quelque part, il y a une donnée qu'on n'a pas eu besoin d'entrer. C'est laquelle? Essayez d'imaginer. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de retirer de l'argent de notre compte, mais on ne lui a pas dit combien d'argent il y avait dans le compte. Parce qu'il était capable, à partir des informations qu'on lui avait données, il a été capable d'aller chercher de nouvelles informations. Bon, alors parce qu'il a eu accès aux banques de données de la banque et il a pu accéder donc à notre compte, chercher le montant. Et là, il est capable donc de dire, ah, c'est ce montant-là que je retire. Bon. Alors, les extrants, ça peut être complexe un petit peu, mais généralement, c'est assez simple. Alors, regardons ici ce qu'on a comme extrant. Alors, ça ne doit pas être vraiment compliqué. C'est notre volume, c'est le volume du cylindre, c'est le résultat attendu. Bon. Là, je reviens ici. Là, je vais débarrer vos micros et vous demander, regardez cette formule-là. Et il y a un élément d'information dont je n'ai pas parlé. Est-ce que vous le voyez? Le égal. Est-ce que le égal est un élément d'information? Le égal, c'est une opération. Alors, c'est pas que ça va nous permettre d'obtenir de l'information, mais ce n'est pas de l'information. L'exposant. L'exposant. L'exposant, le 2. Le 2, j'aurais pu dire que c'était une valeur constante, ici. Le 2, effectivement, c'est ce qu'on va appeler une constante littérale. Une constante qui, je vais revenir, ça c'est des détails, vous n'avez pas besoin de vous en faire, ils vont revenir dans les prochaines semaines. Mais une constante littérale, vous voyez que on a deux types de constantes ici dans cette phrase mathématique. On a le pi. Le pi, là, au contraire, on voit le symbole pi. Alors, nous, quand on voit ce symbole-là, bien, après avoir fait tous les maths que vous avez fait, vous êtes dans votre tête, ça va sonner A 3,1415,9. On va être 3,1415,9. Bon. Le 2, lui,
il n'est pas représenté par un symbole. Il est représenté par sa valeur. Donc, on va avoir deux types de constantes qu'on va retrouver dans nos systèmes. Des constantes symboliques et des constantes qui sont littérales, qu'on appelle, qu'on va représenter par leur valeur. On va avoir tendance à préférer les constantes symboliques. Pourquoi? Parce que 2, ça n'explique pas grand-chose. 2, c'est une valeur. Et quand vous entendez pi, vous savez à quoi ça vous référez ici. Bon. Alors, on va revenir à notre extra. On avait ça. Trouver. Maintenant, on va se poser la question sur les autres informations pertinentes. Ici, dans les autres informations pertinentes, je vais aller chercher tout ce qui peut m'aider à effectuer le travail. Bon, en gros, il y a deux types de choses que je vais souvent aller chercher ici. OK. Les valeurs de constante. Alors, les valeurs de constante. Les valeurs de constante en elles-mêmes, on va parler de pi ici. Pi, c'est une constante, donc c'est important que je la spécifie. Qu'est-ce qui va être important avec ma constante comme pi? On va le voir, ça va être assez simple à voir. Bon. D'autres choses que je peux aller chercher ici, c'est si le calcul que je dois effectuer a des particularités un peu étranges et dont je dois tenir compte. Bon. Alors, donc la première information pertinente que je retrouve, c'est pi. Ici, ce que je vais chercher à faire avec pi, c'est de fixer sa valeur. La valeur qui va être utilisée pour ce logiciel-là. Alors, pi, vous savez, on peut arriver avec un pi d'une très grande précision. Mais ici, j'ai jugé que ce n'était vraiment pas nécessaire. J'avais besoin, en gros, du calcul du volume. Bon. Sinon, j'arrive au troisième point. Là, je vous ai parlé qu'on avait besoin de faire des jeux d'essai. Des jeux d'essai, habituellement, les valeurs qu'on appelle des valeurs prévisibles, c'est notre client qui va nous les dire. Alors, c'est des valeurs qu'on va pouvoir utiliser pour faire des tests. Bon. Ici, je vous le présente une première fois. Je vais revenir sur la notion de jeu d'essai. C'est quelque chose qui est facile, mais qu'il faut maîtriser. Le jeu d'essai, donc, on va chercher à avoir des valeurs de test qui vont être faciles à calculer et qui vont nous permettre d'identifier rapidement si notre logiciel a des problèmes de calcul. Alors, la première ligne, ici, on va voir que le nombre de lignes de jeu d'essai va dépendre du nombre d'intrants. Alors là, je vous donne une première fois la règle, je vais la répéter plus tard. Le nombre de lignes de jeu d'essai, c'est le nombre d'intrants plus 1. On va expliquer pourquoi. Parce qu'ici, ce qu'on est en train de chercher à savoir, c'est si notre logiciel va fonctionner ou s'il fonctionne. C'est des valeurs qui nous servent à nos tests. Alors, ça nous sert donc à valider notre algorithme. Ici, j'ai donc le rayon et la hauteur. Alors, moi, j'essaie le rayon avec un rayon de 1 et une hauteur de 1. Alors, si je prends à ce moment-là, bon, n'importe quel, finalement, je vais prendre ça. Voilà. Si je prends ça, j'ai un rayon de 1, bien 1 au carré, c'est 1 fois 1, la hauteur, c'est toujours 1. 1 fois pi, ça devrait donc me donner 3,14, 15,9. Bon, OK. Alors là, je vais voir mon jeu d'essai. Effectivement, c'est ce que j'ai inscrit. J'ai inscrit qu'on avait le 1 pour le rayon, le 1 pour la hauteur, et ça me donne 3,14, 15,9. À la deuxième ligne, je vais faire varier la valeur de mon premier intrant.
Ici, j'ai fait donc, je ne sais plus, 1 que j'utilise, c'est 10. Mais je ne change pas la valeur de mon deuxième. Pourquoi? Parce que je vais tenter de savoir si mon programme fonctionne. Alors, je ne change qu'un élément à la fois. Ça va me permettre de savoir où est le problème s'il y en a un. Alors ici, je reprends mon calcul. 10 au carré, c'est 100. 100 fois 1, 100 fois pi, 314,159. Maintenant, je reviens à la dernière ligne. Je reprends la valeur initiale de mon rayon. Je change la hauteur pour une autre. Là, ici, j'ai choisi 10. Bon, est-ce que j'aurais pu prendre une autre valeur? Tout à fait. J'aurais pu prendre 20, j'aurais pu prendre 17,42, mais je cherche des valeurs faciles à calculer qui vont me faire voir les erreurs rapidement. Alors, ici, donc, mon rayon au carré, 1 au carré, 1, fois 10, 10, fois pi, 31,459. Alors, ici, j'ai des valeurs donc, que j'ai validées et quand je vais tester mon logiciel, je vais le tester avec ces valeurs-là et je vais m'attendre à obtenir ces résultats-là. Si ça ne fonctionne pas, je saurai que j'ai un problème. Alors donc, les jeux d'essai, c'est important, même s'ils n'ont pas l'air de faire partie du problème, c'est eux qui vont nous permettre de valider notre solution. Bon, la deuxième et grande étape du processus, je vais en parler aujourd'hui, j'en parlerai plus de la session. Je vous explique pourquoi. C'est l'architecture de la solution. Bon, alors là, je vais vous demander, on va avoir une grande imagination. Imaginez un logiciel. Vous avez peut-être l'impression, quand vous regardez un logiciel, comme je ne sais pas, moi, votre jeu préféré, ou encore un logiciel de bureautique comme Word, vous avez l'impression que ce logiciel, c'est quelque chose qui a rien qu'un morceau, que on appelle ça monolithique, un seul bloc. Mais en fait, un logiciel, c'est un regroupement de plusieurs petites unités logicielles qu'on appelle des composants logiciels. Ces composants-là fonctionnent les uns en relation les uns avec les autres. Bon, pour effectuer les tâches. Alors ici, je donne un exemple que vous voyez affiché. C'est l'exemple d'un jeu, un jeu quelconque. Ça n'a pas d'importance, ils ont à peu près tous la même structure. Donc, ici, on voit que j'ai un composant logiciel au centre, en haut, qui représente le héros de notre jeu. Les NPC, donc les autres caractères qu'on ne joue pas, mais que l'intelligence artificielle manipule. On a le moteur de jeu, qui est un autre composant logiciel qui, lui, dirige pas mal toutes les opérations. On a un petit programme qui s'occupe de l'intelligence artificielle. On a un simulateur physique, parce qu'on va simuler souvent la physique dans les jeux vidéo. Le moteur de rendu, c'est ce qui fait l'affichage. Bon. Direct input, c'est pour gérer notre manette. Bon, etc. Tous ces morceaux-là fonctionnent de façon coordonnée. Alors, donc, il y a une architecture à notre logiciel. Ça, c'est une première vision de l'architecture. On peut aussi avoir une vision de l'architecture encore plus haute, où là, on va regarder, par exemple, dans une entreprise, les relations entre les différents logiciels utilisés par les gens de l'entreprise. Bon, ça, c'est une autre étape. Mais nous, à notre niveau, qu'on va partir de l'architecture de notre logiciel, c'est vraiment l'architecture interne. Alors, nous, on ne pourra pas avoir une architecture complexe comme ça là, tout de suite. Là. Ça, c'est votre 4e session, ça va ressembler à ça. Pour cette session, ça va ressembler à ça. Et ça va toujours être la même chose. Qu'est-ce que c'est? Vous allez écrire le programme de traitement, ce qui est le carré blanc. Et on va utiliser un composant logiciel qui appartient à notre langage qui s'appelle la console. La console va nous permettre de lire des choses, de lire ce que vous tapez au clavier
et d'afficher vos résultats à l'écran. Alors donc, la console, elle dirige l'entrée du clavier et la sortie à l'écran. Et tous nos programmes, ou presque tous nos programmes de la session, vont ressembler à ça. Alors, je n'en parlerai pas de l'architecture, donc, pour le reste du temps, parce qu'on va toujours pas mal avoir cette architecture relativement simple pour le début des cours. Bon. Le dernier point qu'on va avoir à faire maintenant qu'on a fait l'analyse, bien, il faut vraiment créer notre solution. Alors, notre solution, ici, c'est un algorithme. L'algorithme, pour l'instant, on va l'écrire en français. OK. Après ça, on va le prendre, notre algorithme, et on va le traduire en langage de programmation. Vers la fin de la session, on va tranquillement laisser tomber l'algorithme écrit en français parce qu'on va être rendu assez bon pour être capable de l'écrire directement en langage. Pour l'instant, c'est surtout pour nous amener à bien réfléchir à la séquence d'opérations qu'on prend la peine de le rédiger en français. Alors donc, il y a 3 points importants sur l'algorithme. L'algorithme, on dit que c'est une solution théorique et formelle à un problème donné. Bon, une solution théorique parce qu'elle n'est pas écrite en langage informatique. Donc, on va devoir la traduire éventuellement en langage informatique. On dit qu'elle est formelle parce qu'elle va répondre à des règles, à des normes, à des conventions d'écriture. On ne va pas pouvoir écrire ça n'importe comment. Il y a comme un langage qu'on va devoir utiliser et ce langage-là, vraiment, va nous donner des obligations par rapport à la forme de l'écriture. Donc, on va dire que c'est une solution formelle parce qu'elle va respecter une forme précise. Le logiciel sera une traduction adaptée de l'algorithme. C'est-à-dire qu'on va prendre notre algorithme écrit en français et on va être capable de le traduire, dans notre cas, en langage C#. Et on dit un algorithme, c'est la séquence complète et ordonnée de toutes les opérations à réaliser pour obtenir le résultat attendu. La qualité de notre algorithme, en gros, va résider sur 2 points. L'ensemble des tâches à effectuer a été clairement énoncé, donc on n'a rien oublié. Et deuxièmement, toutes ces tâches ont été ordonnées correctement, dans le bon ordre chronologique. Je vais dire quelque chose de très simple, on ne peut pas afficher le volume avant de l'avoir calculé. Bon, bien, notre ordinateur fonctionne avec la même logique que nous. Il faut donc s'assurer de lui donner les opérations dans le bon ordre. Bon, aujourd'hui, ça va être très simple parce que notre programme va être très court. Mais imaginez quand vous aurez des programmes de plusieurs dizaines, centaines ou peut-être un jour milliers de lignes. Alors donc, l'ordre ici a de l'importance. Bon. Des algorithmes, bon, je vais premièrement vous dire que vous en avez déjà tous fait sans doute, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que les algorithmes, l'être humain est excessivement bon avec ça. Il apprend des algorithmes depuis qu'on est dans les cavernes, il n'y a aucun problème. Alors, un algorithme, c'est donc essentiellement une suite d'opérations à effectuer pour réussir à atteindre un résultat. Alors, par exemple, quand vous donnez à un de vos copains l'itinéraire pour aller d'un point A à un point B, bien, c'est un algorithme. Si vous donnez une recette de cuisine, c'est un algorithme. Si vous suivez, par exemple, les instructions d'assemblage de quelque chose, c'est un algorithme également. Hein? Alors donc, des exemples d'algorithmes qui n'ont rien à voir avec l'informatique, il y en a plein. Ce n'est pas un problème. Bon.
Nous, nos premiers algorithmes vont respecter, comme ils sont simples, ils vont respecter une règle d'écriture qui est relativement facile à comprendre. On va diviser notre algorithme en 3 étapes. La première étape, ça va être ce qu'on va appeler la préparation du traitement. La préparation du traitement, on verra, ça va consister principalement à initialiser les constantes et à effectuer ce qu'on va appeler la lecture des intrants. La lecture des intrants, en gros, c'est, dans notre cas, c'est demander à l'utilisateur quelle est la valeur à associer à un intrant précis. Bon. La deuxième étape, c'est le traitement en lui-même. Alors donc, ici, on va effectuer les opérations de calcul qui vont nous permettre d'obtenir la valeur des extraits. Et finalement, on va avoir la présentation des résultats. La présentation des résultats consiste à essentiellement afficher les extraits. Bon. Est-ce que ça... Bon, alors ici, on va aller regarder donc cette petite chose. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, la préparation de l'algorithme. Ici, donc, on va définir la valeur de notre constante. Alors là, je crée un mot. J'utilise le mot pi, PI, et on voit qu'il y a une flèche vers la gauche. Après ça, 3.14159. Bon. Alors là, cette ligne-là, il y a des choses à expliquer. On va y revenir. Ensuite, je vais dire lire rayon, puis ensuite lire hauteur. Rayon et hauteur étant des intrants. Alors ici, la première ligne, c'est donc l'initialisation de ma constante, tandis que les 2 autres lignes, c'est la lecture des intrants. Alors, regardons ici justement l'initialisation de la constante. Une initialisation de constante, ça va respecter une syntaxe particulière. Tout d'abord, on a le nom de la constante à gauche. On a ensuite la flèche vers la gauche. La flèche, elle symbolise l'opération d'affectation. L'opération d'affectation, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui permet de prendre une information qui est à droite de la flèche et de dire, je prends la valeur de cette information et je la mets dans la constante ou dans la variable qui est à gauche. Alors, je prends l'information qui est à droite, la valeur de l'information, et je l'envoie dans le récipient, qui peut être une constante ou une variable, et qui est à gauche. Bon. Alors, ici, on va juste revenir 2 secondes. Je vais juste vous montrer qu'il y a une différence aussi qui va être visible entre mes constantes et mes variables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit quelque chose qui va finalement être une différence entre les constantes et les variables, mis à part le mot lire qui est devant? Majuscule? Oui, on a vu mes constantes là. Je veux être capable de les reconnaître dans l'algorithme. Alors, un des trucs qu'on va faire cette session, nous, on va utiliser une convention qui est assez commune, qui consiste à dire, on va mettre les constantes en majuscules. Bon, là, je vous dis tout de suite, des conventions, il y en a plusieurs. Nous, on va en utiliser 2 au CIM dans différents cours. Alors, les cours de première session, nos constantes, on les met en majuscules. Ça nous permet de mieux les voir. Bon. Et les variables, au contraire, vont être principalement en minuscules, mais on va voir des petits détails plus tard. Alors donc, je reprends. Ici, ce qui est important, c'est que le symbole, la flèche vers la gauche, c'est un symbole très important en algorithmique. C'est un symbole qu'on va réutiliser dans plusieurs situations. Et c'est vraiment un symbole qui nous dit je prends une copie de l'information qui est à droite
et je la mets dans la constante ou dans la variable qui est à gauche. Bon. La deuxième type de choses qu'on trouve dans la préparation des intrants, c'est la lecture des variables. On dit la lecture des variables. Pourquoi? Bien là, il faut que vous retourniez à l'époque de vos grands-parents, au début de l'informatique. On n'avait pas vraiment de clavier, puis on n'avait pas vraiment d'écran. Qu'est-ce qu'on avait? On avait ce qu'on appelait des cartes perforées. Alors, imaginez un bout de carton d'à peu près 12 cm de long par à peu près 8 cm de haut. Et sur ce bout de carton, on avait perforé des informations, perforé des trous à des cases, à des endroits précis. Et là, l'ordinateur, il y avait une machine qui lisait la carte et qui disait « Ah, ça, cette carte-là, ça veut dire telle chose. » Alors donc, on parlait de lire de l'information parce qu'on faisait de la lecture de cartes. Bon. Là, nous, on a continué à faire ça. On n'utilise plus des cartes depuis bien longtemps, mais on utilise encore la symbolique de la lecture de l'information pour les intrants et de l'écriture des informations pour les extrants. Parce qu'avant, on n'affichait pas à l'écran, on écrivait à l'imprimante. Bon. Alors, ici, donc, on utilise l'instruction lire. Alors, si je reprends ce petit bout d'algorithme qui est devant vous, ce qu'on a, c'est que la première instruction, elle va prendre la valeur 3.14159 et elle va la transférer dans pi. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé la virgule décimale. J'ai utilisé le point décimal. Pourquoi? Bien, c'est pour faciliter notre transition entre l'algorithme et le langage. Le langage C# est un langage qui utilise pas la virgule, qui utilise le point. La virgule a une autre signification. Donc, je prends la valeur 3.14159 et je le copie dans la constante pi. Maintenant, après cette opération-là, si je parle de pi, ça voudra dire que je parle d'une valeur qui vaut 3.14159. Ensuite, les rayons. Bien, ça, normalement, ça va interroger mon utilisateur et ça va lui demander combien vaut le rayon. Là, l'utilisateur va entrer une valeur. Même chose pour la hauteur. Lire hauteur, ça veut dire, on va demander à l'utilisateur combien vaut la hauteur. Et l'utilisateur va pouvoir entrer cette valeur-là en tapant sur son clavier. Et après les opérations de lecture, le rayon et la hauteur auront comme valeur la valeur donnée par l'utilisateur. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de mon algorithme, les traitements proprement dit. Alors, mon traitement est relativement simple. C'était de calculer le volume de mon cylindre. Mais là, j'ai fait des choses un peu étranges ici. Premièrement, on voit que ça ressemble plus ou moins à mon opération mathématique. Premièrement, j'ai à la place de chaque symbole de multiplication, en mathématiques, je n'avais pas de symbole de multiplication, tandis qu'ici, je me retrouve à utiliser l'étoile, ou l'astérix, si vous préférez. Alors, ici, je suis obligé de dire au système, tu vas multiplier pi par le rayon. Bon. Autre différence, dans ma formule d'origine, c'était rayon au carré, un rayon exposant 2. Bon. Pour l'instant, je ne peux pas vous parler de l'exposant. L'exposant, c'est un peu plus compliqué en informatique. Alors,
ben, au lieu de dire rayon au carré, j'ai traduit ça par rayon fois rayon, puis ça marche très bien. Alors donc, mon opération maintenant, c'est pi fois rayon fois la hauteur, ce qui correspond au calcul du volume du cylindre. Là encore, regardons la flèche. Cette flèche ici, qu'est-ce que je vais mettre dans le volume? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui va être mis dans le volume? C'est quoi que je mets? Ce qui va être indiqué dans le volume, c'est le résultat de l'opération qui est à droite. C'est ça. Tu as bien compris. Ce qui est important de comprendre ici, ce n'est pas l'opération que je mets à droite, que je vais envoyer. C'est la valeur du résultat de l'opération. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette ligne de code-là, il va se passer beaucoup de choses. Tout d'abord, le système va tout calculer, cette expression arithmétique-là. Il va calculer chacune des opérations les unes à la suite des autres en respectant l'ordre des priorités. Bon, ici, ce n'est pas facile, c'est pas difficile, étant donné que j'ai que des multiplications, il n'y a pas d'ordre de priorité particulier. Par contre, il va donc calculer la hauteur. Évidemment, le résultat, je ne peux pas vous le donner. Ça dépend de la valeur du rayon, ça dépend de la valeur de la hauteur. Mais une fois qu'on a cette valeur-là, elle sera transférée dans la variable volume. Bon. Alors donc, on le dit ici, la section du traitement de l'information se résume à l'affectation du résultat d'une expression arithmétique à une variable. Donc, je prends l'expression arithmétique, pi fois rayon fois hauteur, je la résous, cette opération-là, je prends le résultat et je le copie dans la variable volume. Et on arrive finalement à la dernière étape, la présentation des résultats. Ici, la présentation des résultats est extrêmement simple. Je prends la valeur de mon volume et je l'écris. Quand on dit écrire volume, ben, dans notre tête, on dit « Ah, je vais l'afficher à l'écran ». Alors maintenant, ouais. Alors, c'est ce que je dis ici, donc, dans le dernier point. L'opération écrire permet de présenter à l'utilisateur la valeur contenue dans la variable volume. Mais là, évidemment, écrire et lire, ce sont des verbes qui sont généraux. Parce que nous, pour l'instant, c'est vrai que lire, ça va vouloir dire prendre ce qu'on va taper au clavier et écrire, ça veut dire afficher à l'écran. Mais également, ça pourrait prendre une autre signification particulière, mais ça aurait toujours le même sens, qui est de lire, ça nous permet d'obtenir une information, écrire, ça nous permet de présenter une information. Maintenant, je suis capable de regarder mon algorithme dans son ensemble. Alors, on voit que les parties sont correctement ordonnées. Tout d'abord, j'ai les 3 premières lignes qui me servent à aller chercher l'information nécessaire au calcul. Bon. Là, je vais vous poser une question. Est-ce que l'ordre avait du sens, avait de l'importance dans ces 3 premières opérations? Non. Non. On aurait pu les faire dans n'importe quel ordre, ça n'influençait pas la suite des choses. Alors donc, on dit que la solution doit être ordonnée, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul ordre possible. Ce qui était important, c'était que la valeur de pi, de rayon et de hauteur soit fixée avant la 4e ligne.
Alors là, cette quatrième ligne, on utilise la valeur de pi du rayon et de la hauteur. Et finalement, écrire volume, naturellement, on ne pouvait pas avoir cette ligne-là avant que le volume soit calculé. Alors d'abord, on a calculé le volume, ensuite on va l'afficher. Alors, on peut voir que les trois blocs, eux, sont ordonnés correctement. Préparation du traitement, traitement de l'information, affichage des résultats. Dernier point. On va utiliser des normes et des conventions. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure. Il y en a pour les constantes. Les premières qu'on va voir, on va voir ça pour les constantes et les variables. Alors, les constantes. Regardons comment on doit écrire une constante. Le nom d'une constante doit commencer par une lettre. Et il peut également contenir des chiffres et des symboles. Alors, vous avez le droit à toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9 et le symbole souligné. Mais on doit nécessairement commencer par une lettre. On ne peut pas commencer par un chiffre. Bon. Dans les faits, vous auriez le droit de commencer aussi par le symbole souligné. Mais je vous demanderai de ne pas le faire, s'il vous plaît. On commencera par une lettre. Les noms des constantes doivent s'écrire en majuscules. C'est une chose à retenir. Ce n'est pas une obligation pour le langage. C'est juste pour nous faciliter la vie. Pour qu'on puisse, quand on regarde un gros programme, qu'on soit capable de voir qu'est-ce qu'est une constante, qu'est-ce qu'est une variable. Dernier point. Lorsqu'un nom de constante se compose de plusieurs mots, on doit séparer les mots à l'aide du symbole soulignement. Alors là, je donne un exemple. Taxe fédérale. Alors ici, mettons que j'avais deux taxes. J'avais la taxe provinciale puis la taxe fédérale. Alors, je voulais avoir des noms de constantes qui soient significatifs, qui soient clairs, mais j'ai besoin de deux mots. Alors, donc, dans ce cas-là, j'ai mis un soulignement entre les deux. Ça facilite la lecture. Bon. Deuxième convention et dernière convention pour aujourd'hui. Les noms des variables doivent commencer par une lettre et peuvent également contenir des chiffres et le symbole soulignement. Donc, vous voyez, c'est la même règle d'écriture que pour les constantes. En fait, la convention au niveau syntaxique dans le langage est la même pour les constantes et pour les variables. Donc, on commence par une lettre, on peut contenir des lettres, des chiffres ou le symbole souligné. Le symbole souligné pourrait syntaxiquement aussi se retrouver en avant, mais on va éviter ça dans mon cours. Les noms des constantes doivent s'écrire généralement en minuscules. Je dis généralement parce qu'on va voir qu'on va utiliser les majuscules dans certains cas. Comme justement, j'explique au point suivant. Lorsqu'un nombre variable se compose de plusieurs mots, on doit séparer visuellement les mots en mettant en majuscule la première lettre du nouveau mot. Exemple, volume, cylindre. Vous voyez que le C de cylindre est en majuscule. C'est là encore, ça nous permet de mieux voir, de mieux lire le mot en tant que tel. Et c'est terminé.